Bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux par ici et franchement ça me fait vraiment très plaisir. Je suis ravie de voir que le contenu que je vous propose peut vous plaire et je suis ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, donc un grand merci. Merci à tous ceux qui sont là depuis un petit temps, qui prennent le temps de partager, de commenter, d'échanger avec moi. Et merci à tous les nouveaux, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Et donc on est parti sur un carnet de lecture qui va se dérouler à peu près sur 2 semaines, puisque j'avais prévu de vous faire un carnet de lecture assez long cette fois-ci. Cette semaine étant normalement une très grosse semaine de travail. Finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu et la semaine est beaucoup moins chargée que prévu. Bon, je vais pas m'en plaindre hein, pour une fois. Ça fait quand même depuis le mois de novembre que la charge de travail est hyper intense. Donc là, je prends les petites semaines tranquillou hein, avant de reprendre de plus belle. Donc ça me va parfaitement. Donc du coup j'étais censée partir en déplacement à la fin de la semaine, j'avais une mission dans le nord de la France entre Amiens et Saint-Quentin, ce qui fait que je ne devais pas avoir trop de temps pour vlogger et pour vous faire ce petit carnet de lecture. Finalement, la grève de la SNCF est passée par là, donc je ne pars plus en déplacement, c'est déplacé, on verra ça plus tard. Donc j'ai plus de temps que prévu, donc bah écoutez c'est très bien. Le carnet de lecture sera peut-être un peu long, mais il en faut pour tous les goûts et je sais que vous êtes nombreux à apprécier les longues vidéos. Donc je vous propose donc de vous parler des derniers achats livresques que j'ai fait parce que j'ai un peu craqué là récemment. Ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé. Il faut savoir que moi c'est vraiment c'est par période. Hein. Il y a des périodes où j'achète vraiment rien et alors il y a des périodes où je me sens plus et la carte bancaire n'a plus de limite quoi. En gros c'est ça. Hein. Donc là c'est un peu ce qui s'est passé, j'ai acheté 4 livres qui n'étaient pas franchement prévus. Ce sont quand même des livres qu'il y avait dans ma wishlist, hein, donc ce ne sont pas des craquages complètement déraisonnés, mais quand même ce ne sont pas des achats dont j'avais vraiment besoin là tout de suite maintenant. Donc on aurait pu s'en passer, hein, mais c'est pas grave. Du coup je vais vous présenter ces livres, je regarde par là parce qu'en fait ils sont là. Je vais vous présenter ces livres, j'ai également un retour lecture à vous faire mais je vous le ferai peut-être plus tard dans la semaine. Retour lecture qui, spoiler alerte, est vraiment génialissime. Gros coup de cœur pour ce roman. Donc franchement je suis assez contente de mon début d'année là. Pour l'instant j'ai pas mal de petits coups de cœur, des romans vraiment pépites et là on est vraiment sur un coup de cœur donc je vous en reparle bien évidemment plus tard dans la vidéo. Je vous parlerai aussi de mon livre audio que je suis en train d'écouter, que j'aime bien, qui est un petit peu lent mais que j'aime bien. Et je vous parlerai aussi de ma lecture en cours. Parlons peu, parlons bien. Ils sont ici, les gros craquages. Vous avez vu, que des grands formats en plus. Hein. Parfait. Ça c'est... Mon banquier n'est pas très content, je pense. Hein. Alors, parmi ces 4 livres, il y a 2 livres qui font partie d'un genre que je n'ai pas forcément l'habitude de lire, donc je vais les garder pour la fin. Je vous présente les 2 autres qui sont un petit peu plus dans mes genres de prédilection. Le premier, c'est celui-ci, Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour de Vanessa Caffin. Alors, il est assez court, hein. Il est assez court, il est fait ouais, à peine 300 pages, je vais y arriver. Je l'ai vu passer sur le compte Instagram et Booktube de Manon, les lectures de Manon, et également sur le compte de Lauriane Cocon Littéraire, que je ne vous présente probablement pas, hein, parce que vous la connaissez sûrement déjà. Elles avaient vraiment beaucoup aimé ce roman, et du coup ça m'a vraiment donné envie de le lire. Donc je l'avais mis sur ma wishlist et franchement j'avais très envie de craquer, donc je me suis dit que c'était le moment. Je vous lis la 4e de couve. On a tous chez soi une vieille boîte à chaussures remplie de nos lettres des années lycée. Imaginez que vous ouvriez cette boîte. Imaginez que vous n'ayez aucun souvenir des amis qui vous ont écrit ni de votre premier amour. Un trou noir. Imaginez qu'une de ces lettres vous était adressée se finisse par les mots suivants. Florence dit que tu es un monstre qu'elle t'a vu faire. Elle jure qu'elle a entendu les cris. Je ne veux pas la croire. Partiriez-vous, comme Alice, près de 30 ans plus tard, à la recherche de votre mémoire blessée, même au prix de tout ce que vous avez de plus cher. Un roman remarquable de maîtrise et d'acuité sur les secrets de famille et leurs impacts sur nos vies. Voilà, donc écoutez, je crois que c'est un... Je sais pas si c'est pas un thriller moitié... Oh non, je sais pas, je veux pas vous dire de bêtises, donc bon.
Mais autant vous dire que ça me tente beaucoup. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est publié chez La Martinière. Et voilà. Voilà. Donc j'ai hâte. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, autre roman pour lequel j'ai craqué, que je n'ai pas beaucoup vu sur les réseaux. Ce qui m'a donné très envie de le lire, c'est la vie de Madame Chachali, qui en a fait une super chronique et qui a eu un véritable coup de cœur. C'est un roman qui est publié chez Erol. Moi, je connais pas trop cette maison d'édition, donc c'est un peu l'occasion. Et donc, c'est La liste des regrets de Mickey Brammer. Et j'aime beaucoup cette couverture. Je vous la montre un petit peu plus en détail. J'espère que vous verrez bien, parce que la luminosité, là, aujourd'hui, c'est pas terrible. Il fait moche, mais il y a quand même de la lumière, donc c'est bizarre. Bref, j'aime beaucoup cette couve. Et je vous lis la 4e de couverture. La mort, Clover connaît bien. En tant que Tanadula, elle aide des inconnus à vivre leurs derniers jours dignement. Elle recueille les confidences de ses patients et les accompagne jusqu'au grand saut. Un métier sur mesure pour cette grande introvertie qui fuit la compagnie des vivants et leur préfère celle de George, son adorable bulldog. Mais la rencontre de Clover avec une nouvelle patiente chamboule tout. Claudia est une vieille dame pleine de fougue, hantée par le souvenir d'une ancienne histoire d'amour. Pour l'aider à tourner la page, Clover part sur les traces de l'amoureux perdu. Voilà. Donc là, on est plutôt sur un roman type tranche de vie, un peu roman de littérature générale contemporaine. Alors moi, ça me tente beaucoup, le sujet a l'air terriblement triste, mais je sais pas, j'ai été très intriguée par cette histoire de Tanadula. Alors je connaissais les doulas qui accompagnent les futures mamans pour la naissance de l'enfant, mais je ne connaissais pas les Tanadoulas qui accompagnent les personnes qui sont sur le point de décéder malheureusement. Donc je me suis dit que franchement ça pourrait être une lecture enrichissante, intéressante et probablement très émouvante. Bien évidemment, je vous reparle de ces 2 livres très bientôt, enfin j'espère. J'avoue que celui-ci me tente plus, donc j'ai bien envie de le lire là, bientôt. Voilà, on verra. Les 2 autres romans que j'ai achetés, je vous disais que c'était pas forcément des romans qui sont d'un genre littéraire que j'ai l'habitude de lire. Comme vous avez pu le voir sur ce début d'année, j'ai repris un petit peu... Enfin, j'ai repris. Ça fait très très longtemps que j'avais pas lu ce type de littérature, donc vraiment, je peux pas vraiment dire que c'est de la reprise. Mais bon. J'ai lu un petit peu plus sur ce début d'année de romans fantasy. Je vous ai notamment parlé de la saga The Prison Healer, je viendrai vous en reparler un peu plus tard, mais qui est une saga de dystopie, de fantasy, un peu young adulte, mais globalement ça reste de la dystopie fantasy. Et c'est vrai que ça m'a un peu rappelé que la fantasy, c'est quand même assez sympa. Alors, j'aime bien en lire de temps en temps, c'est vraiment pas mon genre de prédilection, donc c'est pour ça que ces dernières années j'en lisais pas beaucoup, très très peu. Mais je sais pas, en ce moment j'ai envie de fantasy. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Donc, j'ai acheté 2 romans dont vous avez probablement entendu parler parce qu'ils font grand bruit sur les réseaux. Le premier n'est pas nouveau. Le premier, ça fait longtemps qu'il est sorti, je ne pourrais même pas vous dire quand, mais je pense que ça fait au moins 2 ou 3 ans. C'est une parution de chez De Saxus, qui est quand même une des maisons d'édition phares pour tout ce qui est fantasy fantastique. Et donc c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Je suis désolée, vous avez sûrement le reflet là, parce que la couverture est un peu reflet, et, enfin bon, c'est pas terrible. Et on est en fait, si j'ai bien tout compris, sur une réécriture assez dark de La Petite Sirène. Moi j'aime bien quand même les réécritures de contes de Disney et tout, je trouve ça plutôt sympa. Et en ce moment j'ai vraiment envie de ça, je sais pas pourquoi. Donc je me dis que ça peut être sympa. Je vous lis la 4e de couverture. Lyra est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Elle a déjà pris le cœur de 17 princes qui sont tombés sous son charme. Mais un jour tout bascule lorsqu'elle tue l'une de ses semblables. Pour la punir, sa mère, la reine des mers, transforme Lyra en ce qu'elle déteste le plus, une humaine. Elle lui donne alors jusqu'au solstice d'hiver pour lui apporter le cœur du prince Eliane, ou bien elle restera sous cette forme pour l'éternité. De son côté, le prince considère l'océan comme sa vraie demeure, même s'il est l'héritier du plus grand des royaumes.
chasser les sirènes est sa raison d'être, mais lorsqu'il sauve une jeune femme qui se noie, il est loin de se douter de sa vraie nature. Pour le remercier, elle lui promet de l'aider à trouver le moyen de détruire toutes les sirènes. Mais peut-il vraiment lui faire confiance ? Voilà, donc on est vraiment sur une réécriture hein, de La Petite Sirène, ça me donne vraiment envie. Alors par contre, on est sur une espèce de brique. On est sur un roman qui fait 500 pages et on n'est pas sur un roman qui est écrit très très gros quand même. Hein. Donc on est sur une belle bricasse. On verra. Et le dernier livre que j'ai acheté, où là on est vraiment sur de la fantasy, il est classé comme romantasy, mais j'ai cru comprendre que c'était pas vraiment ça. En tout cas, d'après ce que m'a dit Doris, donc écoutez, on verra. C'est un roman qui vient de paraître et il s'agit du premier tome de la saga Force Wing. S'envoler ou mourir, oui. De Rebecca Yarros, et donc c'est publié chez Hugo Roman. Là aussi, on le voit peut-être pas, mais on est sur une sacrée brique. Et donc on est sur une saga fantasy, je crois que c'est une trilogie. Je vais pas vous dire de bêtises. Bref, on va dire saga. Comme ça, je ne m'engage pas. Je vous donne la 4e de couve. Rien ne prédestinait Violette Sorrengail à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Baxiax, elle est censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorrengail, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que 2 issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Bon, bah voilà, hein, on est sur de la fantaisie pure et dure, là aussi. Et quoique je vous dis fantaisie, c'est peut-être plus du fantastique, là, hein, je sais pas trop, enfin bref, voilà. Et puis... 2 romans un petit peu plus conventionnels, on va dire ça comme ça. Je vous reparle de tout ça très bientôt. Hello, on se retrouve, on est samedi midi. L'heure de la pause café et l'heure surtout de venir vous parler de mes lectures. J'ai pas mal de choses à vous dire, notamment sur les lectures que j'ai terminées, puisque finalement, je me suis rendu compte que cette semaine, j'avais beaucoup lu, donc c'est très bien, j'ai pas mal de choses à vous dire. Et je commence par mon petit coup de cœur de la semaine, qui n'est autre que le second tome de la saga The Prison Healer. Je vous avais parlé du premier tome qui est ici, hop là je monte comme ça, dans mon carnet de lecture numéro 63, j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome, et bien écoutez, coup de cœur complètement confirmé avec ce second tome. Donc, je ne vais pas vous parler de l'histoire parce que si je vous en parle, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je spoil complètement le premier tome, donc ce serait vraiment dommage. Je ne vais pas vous parler de l'histoire en détail, je vais juste vous dire qu'on retrouve les personnages qu'on a quittés dans ce premier tome-là, à savoir notamment Kiva, qui est guérisseuse, et on retrouve aussi Type, je crois que c'est ça le nom, Type, le petit garçon qui l'accompagne, et tous les autres personnages qui du coup gravitent autour d'eux. Ce que je peux juste vous dire, pour vous essayer de vous expliquer un peu le contexte, c'est qu'on change totalement de décor dans ce second tome. Dans ce premier tome-là, on était dans une ambiance très angoissante, très oppressante. On était presque en huis clos dans la prison de Zalindov. Ici, on est sur un décor complètement différent. On est donc sur une immersion qui, à mon sens, est peut-être moins prononcée que dans le premier tome, mais qui reste tout de même très intéressante puisque on découvre un petit peu plus les royaumes de Vanderhall que l'on avait vraiment survolé dans le premier tome. Donc ça nous permet de découvrir un peu plus le monde que l'autrice a créé
spécifiquement pour cette trilogie. Et vraiment ça c'est plutôt chouette. On est sur une construction qui est totalement différente dans le sens où dans ce roman-là, on va être sur beaucoup moins d'action. On va être sur des mensonges, sur des stratégies politiques, sur des trahisons, mais on va être beaucoup moins sur de l'action. Et ce qui fait que la première partie du roman est un petit peu plus lente que dans le premier tome. C'est vrai que l'autrice nous a habitués à énormément de rebondissements, énormément d'action, et donc sur la première partie du second tome, on se dit « Oh, bah c'est un peu bizarre, ça change ». Alors moi, ça ne m'a absolument pas dérangée parce que il y a justement tout ce côté un peu politique qu'on n'avait pas forcément dans le premier tome qui vient se mettre en place, et ça c'est vraiment exceptionnellement bien fait, et j'ai beaucoup aimé. Et en fait, j'ai trouvé que ce second tome complétait totalement le premier, où ici on est plus sur de l'action, sur une ambiance oppressante, sur une ambiance angoissante. Là, on va être sur une ambiance angoissante, mais pas dans le même sens, vraiment plus dans le sens stratégie politique, trahison, coup bas, ce genre de choses. Et du coup, bah, c'est très sympa aussi, c'est complètement différent. Je suis toujours aussi fan du personnage principal, Kiva, qui est une personne d'une maturité assez incroyable pour son âge, qui est quelqu'un de très émouvant, très touchant. On sent qu'elle est tiraillée de part et d'autre, mais elle reste quand même droite dans ses bottes, elle essaye de démêler le vrai du faux, et rien que pour ça, eh bien, je la trouve particulièrement attachante. Et vraiment, je suis plus que contente d'avoir découvert ce début de trilogie. Bien entendu, comme dans le premier tome, à la fin, nous offre une espèce de claque monumentale. On est sur un revirement de situation comme on en a rarement vu. Et franchement, moi je suis restée comme deux ronds de flanc. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est vraiment le cas. J'ai eu un peu le cœur en miettes. Hein. Quand j'ai refermé le livre, je me suis dit « Ah !» Mais je m'attendais tellement pas à ça. Donc bien évidemment, avec Doris, puisque c'est une lecture que j'ai faite, encore une fois, en commun avec Doris, du compte My Little Books 13, que je vous remettrai là. Du coup, avec Doris, on a bien sûr décidé de lire le 3e tome qui sort le 15 mars, je crois. Donc du coup, on s'est dit, ok, on n'attend pas, on l'achète et on le lit dans la foulée parce qu'il faut qu'on sache ce qui se passe, il faut absolument qu'on termine cette trilogie. Et ça fait vraiment partie des trilogies qu'on n'a pas envie de faire traîner dans sa palle ad vitam aeternam, vraiment. Donc voilà, écoutez, si vous voulez voir la vie de Doris, n'hésitez pas, elle vient de publier son vlog dans lequel elle en parle. Elle a un avis à peu près similaire au mien, si ce n'est qu'elle n'a pas vraiment eu de coup de cœur comme moi, enfin comme ce que j'ai pu avoir moi, puisque le côté un petit peu plus lent et le côté moins d'action lui a un peu posé problème. Enfin, posé problème, faut peut-être pas exagérer, mais du coup, ça a fait que la lecture n'est pas un coup de cœur. Voilà. Mais franchement, en attendant, si vous cherchez une trilogie de fantasy qui est classée comme dystopie, mais en fait, plus ça va, plus je me dis qu'on n'est pas trop loin de la dystopie quand même. Donc, à voir avec le 3e tome, mais qui est plutôt, on est vraiment sur une trilogie fantasy là. Donc, si vous recherchez une trilogie de ce type-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, celle-ci elle est très 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 bonne. Ensuite, changeons de genre littéraire, mais pas trop quand même. On va rester sur un genre relativement proche de la fantasy puisqu'on va parler plutôt saga fantastique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai publié une vidéo en fin de semaine sur mes sagas 2024 en cours. Et parmi ces sagas, je vous ai parlé d'une saga fantastique qui n'est autre que la saga Blackwater, écrite par Michael McDowell, réédité dans la fameuse collection de Monsieur Toussaint l'ouverture. Les couvertures, je vous les ai déjà montrées, mais franchement, elles sont juste splendides. Hein. Enfin, vraiment, voilà. Le travail éditorial, on ne peut absolument pas le remettre en cause. Il est complètement dingue. Et c'est une saga que j'ai commencé il y a 2 ans de ça, que j'ai un peu pris le temps de lire, alors que ce sont des tomes qui sont extrêmement courts, ils font 250 pages max, ce sont des livres très petits, et l'histoire est racontée d'une façon qui fait que ça se lit tout seul. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai pris quand même le temps de découvrir cette histoire. J'aurais pu lire cette saga beaucoup plus rapidement si je m'étais mis un petit coup de pied aux fesses, hein, vraiment. Il me restait donc 2 tomes à lire sur la saga Blackwater.
et j'ai décidé de les lire cette semaine. Donc du coup, j'ai lu le 5e tome, La Fortune, et le 6e tome, Pluie. Et comme ça, j'ai tout simplement fini la saga. Je ne vais pas vous donner mon avis sur le 5e tome, puis ensuite mon avis sur le 6e tome. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, je risque de vous spoiler, et honnêtement, on est sur 2 tomes finaux qui viennent clore une saga, donc je ne pense pas que ce soit très intéressant pour vous d'avoir un avis sur chacun des tomes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous donner un avis global sur la saga au complet, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc, pour vous refaire un petit peu l'histoire, on est sur une histoire qui se passe en 1900, enfin en tout cas dans le premier tome, on est en 1919. On est dans la ville de Perdido, qui est une ville qui se situe en Alabama aux États-Unis. Et la ville de Perdido, si vous voulez, est construite au croisement de 2 fleuves, enfin 2 rivières, la rivière Blackwater et la rivière Perdido. Et donc vous avez la ville qui est au milieu. Dans le premier tome, en 1919, la ville connaît une immense crue qu'elle n'a rarement connue, enfin d'une intensité telle que voilà, ça commence à être vraiment compliqué. Et cette ville, Perdido, est un petit peu dirigée par la famille Casquet, qui est une famille de notables et de gens assez connus, reconnus. Cette famille tient notamment la scierie de la ville de Perdido, et donc ce sont des gens qui sont globalement assez bourgeois et assez aisés. Et donc, le jour de cette crue, Oscar Casquet, qui est le fils qui gère la scierie, déambule un peu en barque dans la ville pour voir s'il peut porter secours à des gens, et il va tomber sur une femme qui est seule, un peu abandonnée dans l'hôtel de la ville qui est complètement sous l'eau. Et donc, elle s'appelle Elinor, et Oscar va ramener Elinor dans sa famille. Voilà, donc ça c'est vraiment l'histoire de base. Il faut savoir que toute la saga se concentre sur le personnage d'Elinor, qui est vraiment le personnage central, et sur l'influence de la famille Casquet sur toute la ville de Perdido. C'est vraiment l'intrigue de base, l'intrigue centrale. C'est une saga qui se déroule sur plusieurs décennies, puisque dans le premier tome, vous êtes en 1919, dans le dernier, on va jusqu'en 1970, donc ça se déroule vraiment sur une bonne partie du XXe siècle, et on suit toute l'histoire de la famille. Donc, le premier et le deuxième tome, la crue et la digue, ce sont les tomes qui viennent vraiment installer l'intrigue, qui viennent nous décrire Perdido, qui viennent nous décrire l'influence de la famille, encore une fois. Donc on est sur des tomes un peu lents en termes d'intrigue et en termes de rythme. Là où le rythme va commencer sérieusement à s'accélérer, c'est sur les tomes 3 et 4, où on a une intrigue plus puissante, plus... Ah, la machine à café. J'attends, voilà. On est donc sur une intrigue plus puissante, plus poussée, où le fantastique prend vraiment une part entière du récit, et on est donc sur un rythme un petit peu plus poussé que sur les 2 premiers. Le 5e tome, globalement, La Fortune, on est à peu près sur le même rythme que les 2 précédents. On est sur quelque chose d'assez intéressant, avec une part fantastique très importante, et on commence à comprendre un peu les tenants et les aboutissants, les différents secrets qui sont cachés à la famille Casquet. Donc ça commence à devenir assez intéressant de ce point de vue-là. Par contre, dans le 6e tome Pluie, moi j'ai trouvé que le soufflet retombait un peu, et donc le rythme s'essouffle. Et donc c'est pour ça que j'ai apprécié vraiment la lecture de cette saga, que j'ai trouvée très intéressante, et vraiment... j'avais jamais lu de saga qui ressemblait à celle-là, donc c'était un peu inédit pour moi, mais je trouve que le rythme est un peu trop inégal en fonction des tomes. Donc c'est vrai que c'est une saga qui a connu énormément d'engouement. J'ai vu partout qu'il y avait des coups de cœur phénoménaux sur la saga. Bon, moi je suis pas sur un coup de cœur phénoménal, je trouve que c'est extrêmement bien fait, effectivement. Le style de l'auteur est très très bon, on est sur un style narratif assez particulier qui est à la limite du style d'un conte. On pourrait même presque s'asseoir et regarder les images, et en fait on verrait Perdido, on voit tout ce qui se passe, enfin, tout est très visuel, tout est très bien décrit, c'est bien fait, mais c'est vrai que y a ce côté un peu rythme, voilà, selon les tomes, soit on est sur un rythme assez soutenu, soit on est sur un rythme
beaucoup plus tranquille et bon, parfois je trouve que ça manque un peu de pêche. Même si vraiment, encore une fois, il se passe beaucoup de choses dans cette saga, hein. Enfin, on est sur une saga qui se déroule sur plusieurs décennies, donc forcément il se passe plein de choses, mais le rythme pour moi reste quand même assez inégal. Ça reste quand même une très bonne saga. Si vous avez envie de découvrir un peu les sagas fantastiques, je vous recommande de vous plonger dans Blackwater. Encore une fois, faites-vous votre propre opinion. Hein, c'est vraiment ce que je vous conseille à chaque fois parce qu'une saga qui peut me plaire à moi pourra ne pas vous plaire ou au contraire une saga qui me plaît moyennement pourra carrément vous plaire. Donc voilà, donc on est sur une bonne saga, une bonne découverte. Je suis contente d'avoir terminé et d'avoir découvert l'univers de Michael McDowell. Mais on n'est pas sur le coup de cœur que j'attendais. Je vous ferai un débrief sur ma lecture audio un petit peu plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même bien avancé. J'en suis à... Enfin, il me reste 4 heures d'écoute. J'écoute actuellement Les femmes du dispensaire de Henrike Engel. Je crois que c'est ça le nom de l'autrice. J'ai un trou là. Donc c'est un roman allemand, roman policier historique que j'aime bien pour l'instant. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et je n'ai pas repris de livre papier. J'ai lancé un petit sondage sur Instagram et sur YouTube pour que vous puissiez sélectionner ma prochaine lecture. C'est désormais chose faite. Vous avez choisi. Je suis d'ailleurs très contente du choix que vous avez fait. Je ne vais pas la commencer tout de suite parce que j'ai décidé de la lire en lecture commune avec Stéphanie. Et Stéphanie est en cours de lecture sur autre chose, donc j'attends qu'elle termine. Je ne vais pas commencer sans elle, ce serait un peu dommage. Et du coup, je ne sais pas encore si je reprends un livre ou pas. Mais vous allez vite le savoir. Donc écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Hello, petit coucou rapide, on est lundi et ce midi j'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour en librairie et je me suis aperçue que le dernier Camille Agrèbe était sorti au format poche. Il s'agit de l'énigme de la Stouga et c'est avec ce roman que Camille Agrèbe a remporté le prix Polar du Grand Prix des Lectrices L l'année dernière. Donc vraiment moi j'avais eu un énorme coup de cœur, j'avais pu le lire grâce à l'aventure du Grand Prix des Lectrices L et franchement ça avait été une histoire bluffante et je vous recommande la lecture de ce roman à 1000%, donc n'hésitez vraiment pas. Et il vient de sortir en poche, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette information et il fallait absolument que je vous la partage. Hello, on est mardi, je viens vous faire un coucou rapide pour clore ce carnet de lecture. Et avant de le clore, je voulais vous donner mon avis sur une lecture que j'ai commencée et terminée ce week-end. Il s'agit du roman de Mélissa Restou, Les éclats de la fratrie au pic. Roman publié, comme vous le voyez, chez les éditions Hurlevent. Vous savez que j'aime beaucoup les parutions de la maison d'édition Hurlevent. C'est le 4e roman que je lis de cette maison d'édition et franchement, pour le moment, je n'ai pas été déçue. Alors, je n'ai pas encore eu de réel coup de cœur, mais je trouve que ce sont toujours des excellentes lectures. Des lectures toujours très immersives et franchement, on ne peut que souligner
le magnifique travail éditorial qui est fait. Là encore, on est sur du hardback et comme vous pouvez le voir, on est sur un objet livre absolument magnifique. L'histoire se passe en 1897 sur l'île de la Jatte à Paris. Et Maximilien, Madeleine et Marceau sont les 3 enfants de la famille Opic, du couple Opic, Marie et Charles. La mort prématurée de Marie Opic entraîne la disparition de l'harmonie familiale, tout simplement. Et donc, les 3 enfants sont élevés par un père dur, froid et violent. Dans l'idée, Madeleine, Marceau et Maximilien sont censés s'épauler pour être plus forts face à cette éducation extrêmement dure, éducation qui les a un peu brisés et qui les maintient dans un carcan paternel très très fort. Mais la fratrie se disperse, la fratrie prend des chemins différents et la première guerre éclate et voilà. On va avoir pas mal de rebondissements par rapport à ça. Vous l'aurez compris, on est sur une histoire purement familiale, je dirais même presque une histoire fraternelle pour le coup. Les éclats de la fratrie Opic, c'est un roman que l'on peut diviser en 2 parties. Vous avez d'abord la première partie qui dresse vraiment le portrait de l'éducation très particulière qu'a choisi Charles Opic pour ses 3 enfants. C'est vraiment un personnage détestable, on a envie de le frapper dès qu'on ouvre le roman. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas très agréable et on n'a aucun sentiment pour lui, aucune émotion par rapport à ce personnage, vraiment c'est... Voilà. Donc on a cette première partie avec toute l'éducation des enfants et une deuxième partie où vous avez un peu les conséquences plus ou moins dramatiques de cette éducation très particulière, très dure. Et voilà, et ça vous donne ce roman, en gros. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé, mais la première partie pour moi est un petit peu trop longue. Il y a pas mal de longueur dans cette première partie. J'ai même eu l'impression parfois, dans cette première partie, d'être un peu en huis clos dans cette villa de l'île de la Jatte et de devoir subir un peu les brimades du père de la famille Opic avec les personnages. Donc c'est sûrement voulu de la part de l'autrice, c'est très bien fait, mais moi je me suis sentie un peu étouffée et j'ai eu l'impression que le récit subissait un peu une sorte de torpeur et on était enfermé dans cette villa de l'île de la Jatte sans pour autant en sortir et il se passe pas grand chose et il y a pas mal de longueur. C'est un petit peu long sur cette première partie, par contre ça s'accélère beaucoup sur la deuxième partie qui à mon sens est plus intéressante parce que sur cette deuxième partie vous allez avoir la Première Guerre mondiale en ligne de mire, vous allez avoir le front, les tranchées, vous allez vivre tout ça. Vous allez également avoir toute la vie dans le Paris des années 1910 et 1915 en gros, où vous avez vraiment le Paris de la nuit, avec Pigalle, avec les théâtres, avec les cabarets, et ça franchement c'est pas mal aussi. Et vous avez aussi le Paris plutôt bourgeois, avec les familles très aisées, qui sont endimanchées, qui respectent les codes de l'ancien temps, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Et voilà. Et vous avez toute l'émancipation du féminisme aussi qui apparaît, qui est assez proéminente dans ce roman-là. Et donc du coup, je trouve que sur la seconde partie, il se passe énormément de choses versus la première partie qui reste très importante parce que c'est vraiment la base de toute l'intrigue. Mais je pense qu'on aurait pu limiter quelques longueurs. La plume de Mélissa Restou est délicate, visuelle et immersive, et c'est ce qui fait selon moi la force du roman, parce que vous allez être plongé dans des faits historiques et dans un Paris particulier, et vraiment on s'y croirait. Donc ça c'est très très bien fait de la part de l'autrice. Cette plume très visuelle, vraiment on a l'impression de voir un film devant nos yeux, tellement c'est bien fait. Et franchement, si c'était adapté, ce serait vraiment très bien comme histoire, je pense. Mais bon, ce n'est que mon avis, bien sûr, mais en adaptation, ça pourrait être sympa.
Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire sur les éclats de la fratrie au pic. Donc, vous l'aurez compris, ça reste une très bonne lecture pour moi. Pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture. Il y a ces fameuses longueurs qui m'ont un petit peu... qui m'ont un peu freinée dans ma découverte du roman. Ça n'empêche que je l'ai lu très rapidement. On est sur un roman qui n'est pas si épais que ça. Il fait 420-430 pages. Donc ça reste quand même assez agréable à lire, assez facile, assez abordable. Et je vous montre, mais c'est vrai que la police qui est choisie par la maison d'édition Hurlevent est quand même assez grosse. Oula, j'ai perdu la marque-page qui allait avec. Est quand même assez imposante, donc ça fait quand même un roman agréable à lire. Et je vous ai pas montré, mais quand même, ça c'est ma petite fierté personnelle. J'ai le roman dédicacé par l'autrice. Ça c'est cool. Bon bref. Voilà ce que j'avais à vous dire sur mes lectures. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Vous avez de la fantasy, de la saga fantastique, un peu de roman historique, roman familial. Voilà, vous avez un peu de tout. Je ne vous parle pas de ma lecture audio parce que je ne l'ai pas terminée, même si je l'ai bien avancée. Je vous en reparlerai dans le prochain carnet de lecture. Je vais aller courir là. J'ai une petite heure devant moi, donc je pense que je vais aller courir. Et je vais essayer de terminer mon livre audio à ce moment-là, enfin en allant courir. On va voir ce que ça va donner. Et puis écoutez, je crois que c'est à peu près tout. J'ai commencé hier soir une autre lecture, mais c'est pareil, je ne vous en parle pas pour le moment. J'attends de rentrer un peu plus dans l'histoire parce que j'ai dû lire 2 chapitres, donc c'est un peu ridicule. Mais je vous en reparle bien évidemment la semaine prochaine. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!